En 1922, Henry Ford, le célèbre chef d'entreprise de Ford, mondialement connu pour les voitures, déclare dans une interview d'un magazine « Il est bien que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Une déclaration mystérieuse qui soulève de nombreuses questions. Comment fonctionne notre système économique moderne? Quels sont les éléments de ce système qui, s'ils étaient appris de la population, pourraient conduire à une révolution? Je m'appelle le Loup des Ardennes et je suis un indépendant qui souhaite créer des vidéos à titre gratuit. Donc si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à aller liker et à t'abonner à la chaîne. Sans plus attendre, je te souhaite la bienvenue dans cette première vidéo. L'argent est au cœur de nos modèles économiques. Avec de l'argent, on peut échanger des biens et des services. Les biens, ce sont les objets physiques qui ont un prix, comme la nourriture, les vêtements, l'immobilier ou encore des véhicules. Un service, c'est du temps que l'on consacre à réaliser quelque chose contre une rémunération. Toutes les professions libérales commercialisent leur temps, comme les architectes, les avocats, les comptables, les médecins, etc. On comprend rapidement que notre quotidien, nos projets et notre avenir dépendent de l'argent. Il est donc impératif de s'intéresser à comment la monnaie est créée pour comprendre le fonctionnement de notre société. Si l'on remonte un peu l'histoire, le crédit a existé en des temps très reculés. Les historiens ont recensé des tablettes d'argile datant de l'époque sumérienne au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Sur certaines de ces tablettes, on a retrouvé des traces d'écriture, mais surtout des traces de comptabilité. Certaines tablettes recensent les marchandises et les quantités qui étaient échangées entre différentes personnes, ce qui signifie que déjà à l'époque, des individus se faisaient crédit. Pas un crédit sous forme monétaire comme c'est le cas aujourd'hui, mais sous forme de biens ou de services. Ce n'est que plus tard, aux environs du 6e siècle avant Jésus-Christ, que l'on a des traces d'apparition des monnaies en or et argent. Les premiers billets de banque sont apparus en Chine au 11e siècle, puis se sont répandus massivement dans le monde depuis le début du 19e siècle. Aujourd'hui, la monnaie est quelque chose de courant et l'économie s'est complexifiée. Dans l'économie moderne, il y a deux types de monnaie. La première est la monnaie centrale et la seconde est la monnaie scripturale privée. La monnaie centrale, faite de pièces et de billets, est fabriquée uniquement par une banque centrale. Personne d'autre n'a le droit de fabriquer la monnaie centrale. Et la loi sanctionne sévèrement ceux qui fabriquent des faux billets. Dans la loi française, la fabrication ou l'imitation de pièces ou de billets est considérée comme un crime pouvant être puni de 30 ans de prison et de 450 000 € d'amende. Une punition équivalente à celle d'un meurtre. La contrefaçon monétaire peut être dangereuse pour les États, car cela peut menacer la stabilité d'un pays. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie était en passe d'appliquer l'opération Bernard, qui visait à saturer l'Angleterre de faux billets en livres sterling. L'objectif était de faire s'effondrer l'économie britannique. L'opération a été découverte et interrompue, mais elle reste l'une des tentatives de contrefaçon les plus audacieuses de l'histoire. Je t'invite à aller voir la vidéo de Mamie Twing qui traite du sujet, si tu veux en savoir plus. La monnaie d'un pays est donc un sujet sensible, et il est nécessaire qu'une entité se charge du suivi et du contrôle de la monnaie. Aujourd'hui, ce sont les banques centrales qui surveillent le bon fonctionnement de l'économie. La banque centrale, c'est une institution indépendante dont le but n'est pas de faire du profit, mais d'élaborer et de planifier les politiques monétaires d'une zone économique. En Europe, c'est la Banque centrale européenne qui gouverne les décisions économiques et monétaires, avec pour principal objectif la stabilité des prix. L'un des objectifs affichés de la BCE, c'est de maintenir l'inflation en dessous de 2%, un objectif qui n'a pas été rempli en 2023. La monnaie centrale est exigée pour assurer les échanges de biens et de services. En France, la monnaie centrale est l'euro. Il est donc possible d'acheter une baguette dans une boulangerie avec des euros, et le boulanger ne pourra pas refuser votre monnaie. En revanche, si vous demandez au boulanger de payer avec un autre moyen de paiement, disons des bitcoins, le boulanger peut refuser le paiement. En France, la monnaie centrale est fabriquée par la Banque de France. On en vient à la seconde monnaie, la monnaie scripturale privée, qui est entièrement digitalisée. Cette monnaie existe seulement sous la forme de chiffres dans les systèmes informatiques des banques commerciales privées comme la BNP Paribas, le Crédit Agricole ou encore la Société Générale.
La monnaie scripturale est intangible, on ne peut pas la toucher, comme c'est le cas pour une pièce ou un billet de monnaie centrale. Si on dépose un billet de 10 € de monnaie centrale dans une banque privée, celle-ci va créditer notre compte en banque de 10 unités en monnaie scripturale privée. Si l'on se connecte sur notre compte en ligne dans cette même banque privée, on verra qu'il y est affiché 10 €. Mais ce ne sont pas des vrais euros de la banque centrale qui sont affichés, ce sont des unités qui seront converties en monnaie centrale au moment où l'on effectue un retrait. Le montant affiché sur notre compte bancaire est donc une promesse de la banque privée qui nous indique que l'on pourra retirer cet argent dans le futur. Chaque banque privée a sa propre méthode de comptabilisation de la monnaie scripturale. Il y a donc un enjeu crucial lié à la cybersécurité au sein des banques. Avec un système digitalisé, on peut facilement imaginer qu'un hacker pourrait pénétrer au sein de la comptabilité interne à la banque privée et une fois qu'il est à l'intérieur, il pourrait alors manipuler quelques chiffres informatiquement pour pouvoir créer de la monnaie scripturale privée à l'infini. Si quelqu'un arrivait à faire ça, cela aurait un impact immédiat sur la banque, mais aussi sur l'économie. C'est pourquoi les banques commerciales communiquent très peu à propos de leur système de sécurité interne. Que ce nouveau système digitalisé soit plus ou moins risqué que l'ancien système papier, les citoyens ont quand même confiance dans le système actuel, composé de monnaie centrale et de monnaie scripturale privée. Même si ce n'est pas obligatoire, la très grande majorité des Français ont un compte bancaire, puisqu'avoir un compte est très pratique, mais aussi requis pour de nombreux services. Dans ces services, on y retrouve la possibilité de réaliser des transferts d'argent rapides et sécurisés. Et pour bien comprendre aujourd'hui comment s'effectue un transfert d'argent, on va prendre quelques exemples. Quand une cliente appelée Jeanne transfère de l'argent de sa banque vers un autre client appelé François, qui a un compte dans la même banque, cette banque n'a qu'à réaliser une simple manipulation de chiffres en monnaie scripturale privée pour réaliser le transfert d'argent. Dans les faits, la banque a juste besoin de débiter le compte numérique de Jeanne pour créditer le compte numérique de François. En revanche, quand Jeanne veut transférer de l'argent vers son compte, qui est dans la banque A, vers le compte de François, qui est dans une autre banque B, la banque doit passer par la monnaie centrale. En fait, pour un tel échange, la monnaie scripturale privée de la banque A est convertie en monnaie centrale puis transférée à la banque B, qui va encaisser cette monnaie centrale et créditer le compte du destinataire en monnaie scripturale privée de la banque B. On comprend rapidement que si des millions de personnes transfèrent chaque jour de l'argent à des millions d'autres personnes et que presque tous ont une banque différente, cela représente une quantité énorme de transactions à réaliser. Pour éviter que les banques réalisent des milliards de transactions chaque jour, elles utilisent des chambres de compensation dont le but est de faire un bilan des échanges à la fin de chaque journée. À l'issue de ce bilan, il n'y a qu'un seul transfert à faire au maximum entre deux banques différentes. C'est un peu une sorte de tree count à grande échelle qui est fait entre les banques. Le système monétaire est donc composé d'une monnaie centrale et d'une monnaie scripturale privée. Les banques centrales impriment la monnaie tangible en pièces et billets qui va circuler physiquement dans l'économie. À partir de cet instant, on peut croire que ce sont donc les banques centrales qui vont imprimer la totalité de la monnaie en circulation. Je dis bien croire parce que cette affirmation est fausse. Ce sont les banques privées qui, au travers de la monnaie scripturale privée et le crédit bancaire, créent la grande majorité de la monnaie en circulation. Pour le comprendre, il est nécessaire d'avoir quelques explications. Quand une banque privée accorde un crédit bancaire, elle crée de la monnaie scripturale privée sur un compte à partir de rien. Cela s'appelle la création monétaire ex nihilo. Au fur et à mesure que le client rembourse son crédit bancaire, la banque détruit la monnaie scripturale privée qui avait été initialement créée. Ce processus de création puis destruction progressive de la monnaie vient augmenter la quantité totale de monnaie en circulation durant la durée de vie du prêt. Quand le prêt est entièrement remboursé, il n'y a pas plus de monnaie en circulation qu'avant la souscription du prêt. Mais comme la monnaie en circulation est un enjeu pour les États, les banques privées n'ont pas une capacité illimitée pour créer de la monnaie. Elles doivent suivre un ensemble de règles très strictes, plus strictes que des entreprises classiques. Elles doivent respecter, comme toutes les entreprises, le droit dans les pays où elles sont implantées. En France, les banques privées ne peuvent pas accorder un prêt avec un taux d'intérêt supérieur au taux d'usure, qui est le taux d'intérêt maximum légal. Ce taux d'usure est fixé par la Banque de France et protège en partie les emprunteurs contre de potentiels abus des banques privées. Également, les banques privées ont des obligations de tracer les différentes transactions réalisées pour chacun de leurs clients, pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elles doivent respecter certains ratios, comme les ratios de réserve fractionnaire et les ratios de solvabilité imposés par les régulateurs financiers, ce qui limite leur capacité
à accorder des prêts. Nous aborderons ces ratios dans la prochaine vidéo. Enfin, les banques commerciales sont supervisées par une banque centrale qui impose une politique monétaire stricte à laquelle elles ne peuvent pas déroger. En résumé, les banques privées ont le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien, mais elles ont de fortes contraintes de réglementation et ne possèdent pas un pouvoir absolu sur l'économie. Elles sont encadrées par les États, les banques centrales et les régulateurs financiers. Quand de l'argent est créé par le crédit bancaire à partir de rien, il va transiter dans notre économie durant la durée de vie de ce prêt. Aujourd'hui, la presque totalité de la monnaie en circulation sur nos comptes en banque ou dans nos poches est créée par le crédit bancaire, sous la forme de monnaie scripturale privée. En d'autres mots, dans le monde moderne, on s'échange de la monnaie grâce à la totalité des crédits bancaires qui ont été souscrits. Prenons maintenant un exemple pour bien comprendre comment le crédit bancaire influence notre monnaie en circulation. Deux citoyens et un banquier construisent un nouveau village isolé où il n'y a aucune monnaie. Pour simplifier cet exercice, les citoyens n'ont aucun moyen de communiquer avec un village voisin. Ils ont des relations seulement entre eux. Rapidement, les citoyens ont besoin d'argent pour échanger des biens et des services entre eux. Ils demandent donc au banquier de leur prêter de l'argent. Le banquier accepte de prêter à chaque citoyen 100 € sur 10 ans contre 10 € d'intérêt. Ce taux d'intérêt est la rémunération du banquier pour avoir pris le risque de prêter de l'argent aux citoyens. Pour faire simple, disons que chaque citoyen rembourse 11 € chaque année pendant 10 ans, dont 10 € de capital et 1 € d'intérêt. Le banquier va donc être rémunéré 1 € par année pour chacun des prêts. Le banquier accepte de réaliser les deux prêts et crée donc de l'argent à partir de rien, pour accorder 100 € à chacun des citoyens. Au début, la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité totale de monnaie en circulation dans le village, est donc de 200 €, soit le montant total des prêts accordés par le banquier. À cet instant, chaque citoyen possède donc 100 € et le banquier n'a pas d'argent. À l'issue de la première année, chacun des citoyens rembourse 11 € au banquier. Sur ces 11 €, 10 € sont destinés à rembourser le capital emprunté et sont donc immédiatement détruits. L'euro restant est payé en tant qu'intérêt au banquier. Par conséquent, à la fin de la première année, chaque citoyen possède 89 €, le banquier possède 2 € et la masse monétaire, la quantité totale de monnaie en circulation, est de 180 €. En appliquant le même raisonnement à l'issue de la deuxième année, chaque citoyen va donc payer 10 € de capital et 1 € d'intérêt. Chaque citoyen possède alors 78 €, le banquier possède 4 € et la masse monétaire du village est de 160 €. On peut continuer ainsi les calculs jusqu'à la 9e année, où l'on va se rendre compte qu'il y a un problème. À l'issue de la 9e année, chaque citoyen ne possède plus qu'un seul euro et le banquier possède 18 €. Chaque citoyen doit encore rembourser 11 €. Comment font-ils ? Explorons deux scénarios. Imaginons que le banquier décide de garder précieusement son argent. Dans ce cas, les citoyens n'ont pas le choix et doivent souscrire de nouveau à un prêt pour générer de la nouvelle monnaie en circulation pour rembourser le banquier. Chaque citoyen doit donc souscrire un nouveau prêt à hauteur de 10 € pour rembourser le premier prêt. Imaginons maintenant un autre scénario dans lequel le banquier décide d'acheter des biens et des services à nos deux citoyens. Il y consacre la totalité de son argent et de manière équilibrée. Chaque citoyen a été payé 9 € pour les services qu'il a rendus au banquier. Dans ce cas, nos deux citoyens possèdent chacun 10 € à l'aube de la 10e année, mais ils doivent toujours rembourser 11 € chacun au banquier. Il leur manque donc chacun 1 € à rembourser. Même dans ce cas, il faut que les deux citoyens contractent un nouveau prêt pour générer de la monnaie et rembourser le prêt précédent. Chaque citoyen doit donc souscrire un nouveau prêt à hauteur de 1 € pour rembourser le premier prêt. Dans les deux scénarios, on en arrive à la même finalité. Les citoyens sont dans l'obligation de souscrire un nouveau prêt pour pouvoir générer de la nouvelle monnaie et rembourser le premier prêt souscrit auprès du banquier. On peut noter que plus le banquier réinjecte l'argent dans l'économie, et moins les citoyens ont besoin de souscrire un nouveau prêt volumineux. A l'inverse, plus le banquier accumule les richesses sans réinjecter dans l'économie, et plus les citoyens doivent recourir à un deuxième prêt élevé. Oui, bien réussi, je suis le canard le plus riche de la stade de jeu. Cet exemple est simpliste, mais il permet de comprendre l'un des premiers biais. Notre système incite à emprunter toujours plus qu'auparavant pour maintenir suffisamment de monnaie en circulation dans l'économie. Également, l'accumulation des richesses par certaines entités peut avoir un effet d'incitation à emprunter davantage chez ceux qui n'accumulent pas de richesses. Notre système fonctionne tant que les générations futures peuvent emprunter encore plus que les générations passées. Si l'on regarde ce qu'il s'est passé au cours des dernières décennies en zone euro, on peut observer que la masse monétaire a effectivement grossi au cours du temps. L'augmentation de la masse monétaire implique directement que l'on emprunte de plus en plus au cours du temps. Cette augmentation s'observe dans la quasi-totalité des pays développés.
Dans tous ces pays développés, on utilise de plus en plus de crédits bancaires, ce qui vient augmenter la quantité de monnaie en circulation. Alors, pourquoi est-ce que l'on accorde toujours plus de crédits bancaires? Est-ce que c'est juste une folie? Eh bien non. La réponse est plutôt d'ordre politique. Notre système économique moderne est basé sur la croissance économique. La croissance, c'est l'augmentation du PIB, le produit intérieur brut. Le PIB mesure la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays pendant une année. C'est un indicateur de la taille et de la performance économique d'un pays. Quand un pays est en croissance, donc en augmentation de PIB, on considère que le pays est en bonne santé économique, puisqu'il a réussi à augmenter sa production de biens et de services, et donc à étendre son influence économique dans le monde. Une influence économique qui peut se traduire par une influence culturelle ou même géopolitique. En plus de cette influence dans le monde, la croissance économique augmente le niveau de vie des citoyens. Au début du XXe siècle, dans les années 1900-1910, le niveau de vie en France était largement inférieur à celui d'aujourd'hui. À cette époque, la France était encore en grande partie une société agricole, avec une population largement rurale. Les conditions de travail étaient souvent difficiles, en particulier dans les secteurs agricoles et industriels. L'urbanisation et l'industrialisation au cours du XXe siècle ont apporté des changements significatifs dans la vie des Français. La France a connu une amélioration générale des conditions de vie, avec des avancées dans les infrastructures, la médecine ou même l'éducation. Cette croissance économique a permis à la France d'être aujourd'hui l'une des économies les plus développées au monde, avec un niveau de vie élevé. Les pays ont donc un intérêt à surveiller leur économie via la croissance économique pour augmenter le niveau de vie de leurs citoyens. Revenons-en à la masse monétaire. On pourrait alors se dire qu'il suffit d'augmenter la masse monétaire, c'est-à-dire augmenter la quantité de monnaie en circulation, pour augmenter artificiellement le PIB. Un pays pourrait ainsi augmenter le niveau de vie des citoyens juste par une simple manipulation de monnaie en circulation. Dans la réalité, c'est impossible et nous allons prendre un exemple pour le comprendre. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été contrainte de signer le traité de Versailles en 1919 qui imposait d'énormes réparations de guerre, des sommes d'argent qu'elle ne pouvait pas vraiment rembourser. Le gouvernement allemand a voulu répondre à ses obligations financières en imprimant beaucoup de billets de banque pour faire face à la dette de guerre. Cela a débouché sur une forte augmentation de la masse monétaire et à une perte rapide de la valeur de sa monnaie, le mark. Comme le mark allemand s'est fortement dévalué, les prix pour acheter des biens ou des services ont augmenté. Il y a eu une forte inflation. Comme les prix ont augmenté, les Allemands ont dû imprimer encore plus de billets pour continuer de rembourser leurs dettes, ce qui a dévalué une nouvelle fois le mark. Ainsi s'est ensuivie une période d'hyperinflation où les prix ont atteint des niveaux records jamais vus depuis. Une inflation qui était en moyenne de 10 000% par an entre 1918 et 1923. Augmenter la masse monétaire est donc un exercice difficile puisque l'on injecte de la monnaie dans l'économie pour stimuler la croissance via les crédits bancaires qui sont accordés. Il faut le faire de manière contrôlée et à ce sujet, tous les économistes ne sont pas d'accord, même encore aujourd'hui. Au XIXe siècle, de nombreux économistes et philosophes comme David Ricardo ou Karl Marx mettent en avant la théorie quantitative de la monnaie qui peut se résumer en une phrase: une variation de la masse monétaire se traduit par une augmentation des prix. Pour les défenseurs de cette théorie, appelée monétariste, une hausse de la quantité de monnaie en circulation peut stimuler l'activité économique à court terme, mais elle conduit mécaniquement à une hausse de l'inflation à moyen terme. Autrement dit, une augmentation de la monnaie en circulation provoque tôt ou tard de l'inflation. Également, selon les monétaristes, une hausse de la monnaie en circulation peut également provoquer de l'inflation sans qu'il y ait augmentation de la production. Pour eux, les citoyens connaissent également la théorie quantitative de la monnaie, et les citoyens sont donc parfaitement capables d'anticiper l'inflation à moyen terme quand il y a augmentation de la monnaie en circulation. Dès lors qu'une mesure est prise pour augmenter la masse monétaire, les citoyens vont donc avoir tendance à augmenter leurs prix sans augmenter leur production. Cette théorie est relativisée par celle d'un autre camp, le camp de John Maynard Keynes, un célèbre économiste qui est à l'origine de la macroéconomie moderne. Pour Keynes et ses disciples, les keynésiens, l'économie est bien plus complexe et il n'y a pas forcément d'inflation à la suite d'une augmentation de la masse monétaire. Selon Keynes, les citoyens ne réagissent pas nécessairement de la même manière à une augmentation de la masse monétaire. Par ailleurs, les interventions du gouvernement sont nécessaires pour stimuler l'économie et la production. En résumé,
La masse monétaire, le PIB et l'inflation ont une relation qui est difficile à quantifier. De plus, les résultats des mesures économiques sont souvent dépendants de la réaction des citoyens à celles-ci. Les agissements des agents économiques peuvent donc modifier radicalement les résultats de certaines mesures économiques. C'est pourquoi les interprétations économiques ne sont que rarement claires, et ce encore aujourd'hui. Néanmoins, on peut dire avec certitude que l'augmentation de la masse monétaire a pour but la stimulation économique, et on atteint aujourd'hui certaines limites. L'augmentation de la masse monétaire que l'on observe sur les dernières décennies provient majoritairement des prêts bancaires. Et à ce sujet, les crédits bancaires financent une réelle production physique qui nécessite des matières premières et de l'énergie. Autrement dit, quand une banque finance un projet, cela va avoir un impact dans la réalité. Le siècle précédent a été marqué par la révolution industrielle et l'utilisation massive de l'or noir, le pétrole. L'humanité a alors accédé à une source importante d'énergie peu chère, ce qui nous a permis de développer de plus en plus notre production, notamment dans les pays développés. D'un autre côté, la demande s'est aussi accrue avec l'augmentation de la population mondiale et l'augmentation de la consommation dans notre mode de vie. La croissance économique requise par les États nous conduit directement à une augmentation de la consommation des matières premières et de l'énergie, et donc à un appauvrissement de nos ressources naturelles. Pour ralentir la crise écologique à venir, certains économistes et personnalités publiques proposent un nouveau modèle qui s'appelle la décroissance. L'idée est de pousser à une diminution de la consommation des biens et des services qui ne sont pas fondamentaux. Une réflexion récurrente serait de distinguer les biens et les activités en fonction de leurs impacts sur le climat, en taxant plus fortement les activités qui émettent beaucoup de carbone et en taxant plus fortement les consommations de loisirs que les consommations nécessaires. Par exemple, l'idée serait de taxer plus les transports en avion que les transports en train, ou encore faire payer la consommation d'eau à des prix différents selon qu'il s'agisse de la boire ou bien de l'utiliser pour remplir sa piscine. Pour les partisans de la décroissance, la croissance économique mesurée par le PIB n'est pas soutenable du fait des ressources limitées de la Terre. On pourrait simplifier la pensée décroissante en une phrase : la croissance économique infinie dans un monde fini de ressources est impossible. Pour les détracteurs de cette proposition, la décroissance est synonyme d'un refus de la modernité et des technologies. Pour eux, la technique et les innovations permettront de résoudre les problématiques écologiques. Pour reprendre l'exemple sur l'aviation et le train, l'idée ne serait pas de punir l'avion pour sa pollution, mais plutôt d'investir dans la décarbonation du secteur. Investir dans l'aviation pour obtenir des avions à hydrogène peu ou pas polluants. On préfère parler de croissance verte plutôt que de décroissance. On ne change pas le modèle économique actuel, mais on investit lourdement dans la recherche et la décarbonation des différents secteurs. Ces deux propositions ne sont pas opposées, et il est encore difficile aujourd'hui d'anticiper les conséquences économiques, politiques et sociales des mesures qui seront prises dans les prochaines années par les gouvernements du monde entier. Dans les pays développés, nous avons vécu plusieurs décennies de croissance économique, et la refonte en cours du système remet en cause notre mode de consommation. Dans notre système, ce sont les banques privées qui profitent de la création monétaire au travers des prêts bancaires accordés. Plus il y a de prêts bancaires accordés, et plus les banques gagnent de l'argent au travers des intérêts qu'elles collectent. Plus les banques gagnent de l'argent, et plus elles peuvent accorder de prêts. Les banques privées sont donc mécaniquement en faveur d'un monde en croissance économique, puisqu'elles ont un conflit d'intérêts qui est évident. Les bénéfices engrangés par les banques privées au travers du mécanisme de création monétaire sont cependant à relativiser avec les coûts de structure d'une banque. Pour exercer son activité, une banque doit payer de nombreux salariés, des coûts liés à l'immobilier, un système informatique fonctionnel et fiable, ainsi que de nombreux autres coûts. Également, elle fait face à de nombreux risques étant donné le fonctionnement de son activité, dont le principal est le risque de défaut, le fait que certains emprunteurs ne peuvent plus rembourser leur crédit. Un risque qui est tout de même à l'origine de nombreuses faillites bancaires. Néanmoins, les banques privées actuelles existent pour certaines depuis des siècles et ont donc appris avec le temps à gérer leurs coûts et leurs risques. Quand une banque accorde un crédit bancaire, elle analyse la situation du souscripteur et prend des garanties comme protection supplémentaire. Dans le cadre d'un prêt immobilier en France, l'emprunteur doit généralement hypothéquer son bien pour que la banque accepte de lui prêter de l'argent. En cas de non-remboursement du prêt, cela autorise la banque à prendre possession du bien de l'emprunteur, ce qui lui permettra de revendre le bien pour se rembourser toute seule. Avec cette mécanique de garantie, on peut alors se demander, est-ce qu'une banque prend un réel risque lorsqu'elle accorde des prêts bancaires ? La réponse nécessite d'être débattue. Les États ont besoin des banques privées pour financer leur croissance économique, et les banques l'ont compris. Depuis la crise de 2008, il semble même que les grandes banques ne puissent même plus faire faillite, puisqu'elles sont sauvées
par les banques centrales et les États quand elles sont en mauvaise posture. Vous avez très probablement déjà entendu la célèbre phrase « on privatise les gains et on sociabilise les pertes ». Les banques privées ne se limitent plus aujourd'hui aux services de paiement et de crédit. Depuis la déréglementation du monde de la finance, qui a débuté dans les années 70, les banques privées ont diversifié leurs activités. À ce jour, les grandes banques proposent des services de gestion de patrimoine, des assurances, des prévoyances et même des produits financiers pour placer son épargne. Elles ont à leur disposition un tas d'outils pour accumuler de la richesse et continuer d'étendre leur influence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques sont des entreprises privées à but lucratif. Elles ont des actionnaires et leur but est de s'enrichir. Elles peuvent donc posséder d'autres entreprises, mais également être détenues par des entreprises privées. Une étude sortie en 2011 a révélé que la plupart des banques privées mondiales étaient détenues par un petit nombre de grandes entreprises, formant un réseau très interconnecté. Ces entreprises sont principalement des institutions financières et on y retrouve des géants américains de la finance comme BlackRock, Vanguard ou State Street, des entreprises spécialistes de l'investissement qui détiennent partiellement des milliers d'autres entreprises dans le monde. Cela leur confère un pouvoir énorme sur l'économie mondiale. Des colosses de la finance qui possèdent indirectement le privilège de la création monétaire via les actions qu'ils détiennent dans les grandes banques du monde. Aux États-Unis, la situation est même plus inquiétante. Depuis la crise de 2008, la Banque centrale américaine fait régulièrement appel à BlackRock pour résoudre ses problématiques financières. Dans notre système, la Banque centrale est censée être une institution indépendante dont le but est de planifier les politiques monétaires et de superviser les banques privées. Cela paraît impensable qu'une banque centrale fasse appel à une entreprise privée qui détient partiellement de nombreuses banques privées. Pourtant, c'est devenu une réalité aux États-Unis. Ainsi, le processus de création monétaire devient de plus en plus biaisé et réservé à une élite financière. Les banques privées ont grossi au cours du temps et sont devenues inévitables dans le paysage mondial. Elles financent principalement de nombreux gros projets au bénéfice des grandes entreprises en s'intéressant moins à l'économie des petits acteurs économiques, réputés plus fragiles. Cette inégalité de traitement impacte directement notre vie sociale. On observe depuis les années 70 une concentration des richesses qui augmente dans la majorité des pays développés. Thomas Piketty, un économiste et chercheur français, spécialiste des inégalités économiques et mondialement connu pour ses nombreux travaux sur le sujet, détaille sur son site web l'historique des inégalités dans le monde, la World Inequality Database. Cette évolution à la hausse des inégalités est très marquée dans les pays connus pour leur libéralisme comme les États-Unis. A l'inverse, c'est beaucoup moins marqué dans les pays connus pour leur revendication sociale, notamment les pays du Nord. En France, on peut observer que les inégalités de patrimoine se sont accrues alors que les inégalités salariales se sont presque stabilisées. Cependant, le ratio patrimoine national sur revenu national atteint des plus hauts jamais vus depuis plus d'un siècle. Des ratios qui existaient à la belle époque, à la fin du 19e siècle. Or, un ratio élevé indique généralement une accumulation importante de capital par rapport aux revenus générés par la production d'un pays. En d'autres mots, plus ce ratio est élevé, et plus il est probable que l'on génère plus de revenus en plaçant son argent que de générer du revenu en travaillant. Un résultat qui n'est finalement pas choquant quand on voit le nombre de publicités en ligne qui expliquent comment devenir rentier sur les réseaux sociaux. Salut à toi, jeune entrepreneur. Dans ces conditions, il est presque inévitable que les patrimoines hérités dominent largement les patrimoines constitués avec une vie de travail, et que la concentration du capital atteigne des niveaux extrêmement élevés. Cela remettrait en cause les valeurs méritocratiques et les principes de justice sociale qui sont au fondement de nos sociétés démocratiques modernes. Les inégalités patrimoniales et salariales sont amplifiées par des inégalités de traitement fiscal. Au niveau mondial, on voit émerger une nouvelle classe d'ultra-riches qui optimisent les impôts payés au travers de sociétés et de jeux comptables. Des citoyens ultra-riches qui payent moins d'impôts en proportion que les citoyens simplement riches. Selon l'Institut des politiques publiques, les citoyens qui gagnent beaucoup d'argent payent d'abord plus d'impôts en proportion à mesure que leurs revenus augmentent, mais une fois que les citoyens sont parmi les 0,1% les plus riches, le taux d'imposition commence à diminuer. Le taux d'imposition est de 46% pour les 0,1% des citoyens les plus riches, puis descend à 26% pour les 75 foyers les plus riches de France. Les ultra-riches, qui possèdent dans la très grande majorité des cas des sociétés, sont plus concernés par les impôts sur les sociétés que les impôts sur le revenu. Or, on constate que le taux d'imposition sur les sociétés, appelé IS en France, est en constante diminution sur les dernières décennies. Ce taux est passé de 50% avant le 1er janvier 1986 à 25% depuis le 1er janvier 2022. Plus ce taux baisse et plus il favorise la classe des ultra-riches.
Des chefs d'entreprise mondialement connus qui sont accueillis comme des chefs d'État dans les pays du monde. Des citoyens non élus qui ont un pouvoir économique énorme et qui peuvent impacter directement les économies de pays tout entiers. Les privilèges dont ils bénéficient rappellent que la noblesse n'a pas disparu depuis la Révolution française. Mais l'inégalité de traitement n'est pas seulement existante au niveau des individus. En effet, la grande majorité des multinationales ou des fonds d'investissement ne payent pas ou peu d'impôts en Europe, hébergés dans les paradis fiscaux européens, comme les Pays-Bas, l'Irlande ou encore le Luxembourg. Ces pays, entre autres, profitent de ce système d'avantage fiscal au détriment des autres pays européens. Quand on compare le niveau de vie moyen de l'Irlande aux autres pays européens, comme la France ou l'Allemagne, on comprend que les avantages fiscaux peuvent avoir un impact économique important. Ces optimisations sont parfois même de l'évasion fiscale reconnue quand on voit les affaires de Panama et Pandora Papers, qui ont mis en lumière les pratiques douteuses de certaines entreprises et personnalités publiques. Des pratiques qui sont difficiles à pointer du doigt, puisque nous en sommes arrivés à un point où il est difficile de faire la distinction entre optimisation fiscale et fraude fiscale. Je pense qu'il est temps de conclure. En résumé, notre système économique a beaucoup évolué et il est devenu complexe ces dernières décennies. Un système qui n'est pas parfait et qui rencontre aujourd'hui plusieurs défis majeurs. Des défis d'ordre environnemental, politique, mais aussi d'égalité sociale. Plus on essaye de comprendre notre système, et plus cela amène des questions. Est-ce que l'augmentation du niveau de vie, favorisée par la croissance économique, nous rend plus heureux? Pourquoi les banques commerciales, qui sont importantes dans le paysage économique, sont-elles privées et non publiques? De nombreuses autres questions se posent et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour que l'on puisse stimuler un débat et une réflexion intelligente. Je vous remercie de m'avoir écouté, je m'appelle toujours le Loup des Ardennes et ma chaîne a pour but de diffuser des informations économiques et financières les plus objectives possibles. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Avant de partir, n'oubliez jamais, le pouvoir de l'argent est éphémère, le pouvoir du savoir est éternel. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.